collectif où est à la tête Fabrice Bonvin, un ufologue suisse, qui a écrit plusieurs ouvrages, qui était venu à Grenoble nous faire une conférence remarquable, qui a une théorie aussi sur Gaïa, c'est-à-dire la relation entre la Terre qui est un être vivant, qui peut aussi générer des phénomènes pour éveiller les hommes à une spiritualité qu'ils n'ont peut-être pas tous encore pris conscience. Donc c'est un ouvrage dont également a mis la main à la pâte Daniel Robin, que je vais parler un petit peu plus tard. Donc c'est un collectif d'auteurs, donc ça doit être un livre très intéressant qui ouvre aussi des portes sur la compréhension du phénomène, avec la conscience et la spiritualité qui va avec. C'est préfacé, je crois, par Stéphane Alix, que vous connaissez tous, hein, qui est à la tête de l'organisme l'INRE, qui était passé plusieurs fois dans les documentaires aussi, sur M6, dont entre autres un documentaire magistral, Enlevé, où il avait rencontré à l'époque John Mack. Si vous pouvez le trouver sur le net, vous tapez Enlevé dans Google, et sur YouTube vous allez trouver ce documentaire qui est assez extraordinaire. Là nous avons la revue Alien. Alors évidemment il y a des revues qui sont un peu tape à l'œil, mais il y a toujours des choses intéressantes à lire dans ces articles. Hein, vous voyez, donc la vie sur Mars a-t-elle été anéantie par une guerre nucléaire? Alors, vous allez voir que ce soir, pour les personnes qui sont présentes pour la première fois, qui n'ont pas trop lu sur l'ufologie, qui découvrent, qui sont venus par curiosité, donc je vais vous amener quelques diapositives ensuite pour vous préparer avant la conférence, parce qu'évidemment là on va être dans le dur, entre guillemets. Nous on a quand même, si vous voulez, des années de passion derrière nous, d'ouvrages, de conférences. On a ouvert pas mal de portes sur l'inexpliqué, lié au phénomène. Et quand on lit là l'article « La vie sur Mars a-t-elle été anéantie par une guerre nucléaire ?» ça peut faire sourire, les gens vont fermer la porte en disant « c'est une secte, ils n'ont rien compris ». Après, il faut savoir qu'il se dit des choses à mots couverts, des gens font des révélations, et peut-être que tout à l'heure, Marc nous parlera, Marc Gray, qui est en Normandie, nous parlera d'un intervenant qu'il a eu il y a 2 mois ou 3 mois, qui s'appelle Randy Kramer, et qui a des choses à dire sur Mars. Il a dit des choses. C'est pas le seul aux États-Unis. De nombreuses personnes commencent à témoigner. En France, pour le moment, on leur arrive pas à la cheville. Donc, c'est les gens qui sont passionnés par ce phénomène qui vont se connecter sur les sites, qui sont, en gros, entre guillemets, pas initiés, mais qui savent où chercher l'info. Parce que cette info, on va pas vous l'amener sur un plateau dans les médias traditionnels. Ça, faut pas se voiler la face. C'est à nous d'aller à la pêche aux infos, en quelque sorte. Et après, de faire la part des choses. Je dis pas qu'il faut tout prendre d'argent comptant, bien évidemment. Donc là, il y a différents articles, évidemment, liés au phénomène OVNI. Donc là, c'est pareil, j'ai pas lu le bouquin, mais j'en ai à la maison quelques exemplaires d'autres précédentes éditions. Il y a toujours des choses intéressantes. Alors là, le top secret de ce mois, je l'ai acheté, parce que Rock Soccer, qui est le directeur publication de la revue, quelqu'un de très intéressant. Notre ami Marc le connaît personnellement. Là, ce mois, il y a un gros dossier sur le programme spatial clandestin, le programme spatial secret, le Secret Space Program, comme ils disent aux États-Unis. C'est un article qui est fait par Marc Saint-Germain, que nous avons eu la chance d'avoir chez nous, ici à Grenoble, dans cette salle au mois de novembre, où il nous a fait quand même une conférence fleuve. Quelqu'un qui connaît très bien son sujet, parce qu'il a fait des recherches dans les archives à Ottawa. Il a mis la main sur des dossiers déclassifiés assez impressionnants, justement liés au programme spatial secret, avec plus que des bruits de couloir. Là maintenant, il y a quand même beaucoup de preuves, de pièces qui sont mises dans le puzzle de la compréhension du phénomène. Le monde de l'inconnu, le monde inconnu, parce qu'avant je crois que ça s'appelait le monde de l'inconnu, et maintenant je crois que c'est le monde inconnu. Il me semble qu'ils ont changé le titre. Donc là il y a un gros dossier, je ne sais plus si c'est la parution du mois de janvier-février, je ne sais plus si c'est tous les 3 mois. Gros sujet sur la vague OVNI de l'Hudson River aux États-Unis, dans la région, dans les années 80. J'ai fait un gros boulot là-dessus, parce que j'ai produit une conférence justement sur ce sujet. Si vous ne connaissez pas ce qui s'est passé dans la région de l'Hudson River, vers New York, il y a un bouquin qui est excellent là sur le sujet. C'est quelque chose d'assez considérable qui s'est passé dans cette région pendant presque 15 ans. Avec évidemment des pics. Il y a des années, il y avait 3 fois rien comme observation. Donc là, on peut voir, je ne sais plus, j'y avais vu. En gros, si vous voulez, les témoins à l'époque, quand ils voyaient ce qu'ils citaient
aux ufologues qui allaient sur le terrain prendre les témoignages. Ils disaient on a vu une structure de la taille d'un terrain de football ou de plusieurs fois la taille d'un terrain de football. Ça, c'était quand même quelque chose de nouveau en ufologie, où les gens avaient l'habitude de voir quand même des engins de dimensions plus réduites, voire quand même respectables. Mais là, c'était des choses colossales, assez gigantesques, qui défiaient les lois de la physique, à faible vitesse, au-dessus des autoroutes. Enfin, ça a été vraiment une manifestation, à la vue de tous, assez phénoménale. Là, nous avons une autre vue, science inexpliquée. Je ne sais plus si c'est un mensuel ou s'il paraît tous les 2 mois. Donc c'est assez intéressant également. Donc là, il y a plusieurs articles qui peuvent nous interpeller. Les grands secrets de nos origines, évidemment, quand on s'intéresse à l'ufologie, on ne peut se voiler la face en se rendant compte que le phénomène est là depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que la Terre est visitée depuis que l'homme est sur Terre. Donc ils font des parallèles entre les statuettes reptiliennes, les dieux reptiliens des temps anciens, dans la région de Sumer, le berceau de l'humanité, en Irak. Et là, je ne pouvais évidemment, Denis, notre ami Denis, qui vient de lire ce bouquin, c'est celui-là, hein, c'est le dernier ouvrage d'Anton Parks. Donc je ne rentre pas dans l'histoire d'Anton Parks, on pourrait faire une soirée, on pourrait essayer de l'avoir en Skype. C'est quelqu'un qui est très difficile à voir apparemment. C'est pas qu'il reste dans l'ombre, mais il est très, très difficile à approcher. Donc son bouquin est en relation avec les êtres reptiliens qui seraient là depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis les temps immémoriaux. Et en gros, je vous raconte son histoire en quelques secondes. C'est quelqu'un qui a reçu, comme on peut recevoir une pensée, un son, ou voir une partition de musique, comme souvent les compositeurs, ça arrive, hein, ou les grands inventeurs comme Nikola Tesla, l'information leur arrive et ils l'écrivent, etc. Donc lui, il a eu des visions, et ces visions ont duré pendant d'abord, je crois, une dizaine d'années. C'est lui qui a arrêté ses visions. Et avec ses visions, il en a écrit des bouquins. En fait, c'était la vision d'un être. Et à travers cet être, il vivait sa vie, quoi. Au bout d'un moment, plusieurs années, ça a quand même bouleversé sa vie. Il a décidé de ne plus vouloir recevoir ses visions. Et Denis m'a confirmé que lors d'un voyage en Égypte récemment, ses visions sont revenues et il a publié le dernier ouvrage. Donc c'est les chroniques de Guircu, en plusieurs ouvrages. C'est des bouquins de 500-600 pages. C'est assez important à lire, mais ça soulève tout un tas de sujets. Il a fait des parallèles avec justement les dieux reptiliens dans les temps de Sumer, etc., voire même avant. Il a décrypté des tablettes d'argile avec le langage sumérien de l'époque, qui était sur cunéiforme. Voilà. Donc il a fait un gros travail aussi là-dessus. Donc c'est très très intéressant à lire. C'est une facette aussi de l'ufologie, hein, puisque les visions qu'il a reçues, c'est des êtres qui arrivaient avec des vaisseaux d'autres planètes, d'autres galaxies, etc. Donc j'ai fait le rapprochement avec cet article de Science inexpliquée, le dernier livre d'Anton Parks. Vous pouvez aller sur son site, il y a quelques petites vidéos qui expliquent certaines choses, mais c'est assez... Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, qui ne connaît pas toutes ces choses, il ne faut pas commencer à lire tout ça, parce qu'il y a quand même une certaine progression, ou alors vraiment, il faut déjà s'ouvrir pour pouvoir pas refouler en bloc toutes ces choses. OVNI, l'atterrissage de Rendlesham était-il un canular? Rendlesham, c'est en Angleterre. Ça s'est passé, je crois, en 1982 ou 83, le 23 décembre. 80. Ah, merci Denis. Je me suis trompé de 3 ans, mais j'avais le bon jour et le bon mois, c'est déjà pas mal. C'est une base énorme américaine. Il y a d'un côté Ben Waters, de l'autre côté Rendlesham. Ouais, c'est une base américaine. Il y avait des armes nucléaires à l'époque. Donc il s'est passé un événement plusieurs nuits. Je vous invite à aller voir Alien Mystery. Je vous ai mis le lien sur Dailymotion. Vous tapez directement la forêt de Rendlesham et vous allez pouvoir visualiser ce documentaire avec Jim Penniston, qui était un des témoins de l'époque. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui a touché l'OVNI. Et il a touché l'OVNI, il a eu ensuite des messages qui lui sont arrivés. Il s'est mis à écrire sur un carnet. 20 ans après, il a repris ce carnet. Et en fait, il a écrit un code binaire qu'ils ont fait déchiffrer. Et ça parle par rapport à la planète, l'environnement et du clonage génétique, je ne sais plus. Ahmed, peut-être tu peux m'éclairer, ou Denis? Oui, tout à fait. Donc c'est une histoire avec beaucoup de témoins, dont les grands pontes de la base à l'époque, qui sont allés aussi sur le terrain, qui ont vu l'OVNI, l'ont approché. Ça a duré plusieurs minutes. Donc je crois qu'il y avait au moins 2 nuits où l'événement est arrivé.
Un ouvrage qui vient de sortir, Les ovnis entre paranormal et normal, aux éditions JMG Éditions, donc de monsieur Jean-Michel Grand-Cyr. Un bouquin qui doit être très intéressant, parce qu'on connaît l'auteur tous, c'est Daniel Robin, qui est le président d'une association lyonnaise OVNI Investigation, qui s'occupe aussi des sciences et d'inexpliqués à Lyon, qui organise des conférences régulièrement, qui a produit un ouvrage donc, sur les mutilations animales. Donc ça doit être un bouquin très intéressant. Il parle aussi, il me semble, du ranch de l'Utah, avec tous les aspects qui se sont passés. Je vous laisse lire le petit résumé. N'importe comment, vous tapez dans Amazon, j'ai fait une copie en fait du résumé, hein, vous allez pouvoir le trouver. Je continue parce que l'heure tourne. Après, on aura une vraie conférence. Alors donc, Marc Gray, qu'on va voir dans un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc, il est en Normandie, ufologue, passionné du phénomène ufologie. Son site où j'ai mis le lien, c'est Freedom UFO. Site très intéressant, c'est quelqu'un qui depuis plusieurs années utilise Skype et fait venir tout un tas d'intervenants en direct de Skype, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc je lui ai proposé, moi cette fois, lui de passer derrière la caméra et d'être intervenant. Il a accepté, donc c'est très gentil de sa part. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui parle énormément, enfin je veux dire qui a un langage rapide et qui connaît bien son sujet et qui a une grande connaissance aussi de l'ufologie américaine. Donc normalement, ce soir, nous devrions avoir dans le programme de sa conférence le programme spatial secret, les mystères liés autour de la planète Mars. Il va nous parler de Michael Schratt sur les Black Programmes. Michael Schratt, il l'a reçu samedi dernier, donc c'est un spécialiste. Je vais ouvrir un autre PowerPoint. 2 petites secondes. Alors, ça c'était le programme, c'est ce qu'il met sur son site pour présenter... non, là c'est pas bon, voilà. Petite citation du mois, ça c'est ce qu'il présente sur son site quand il fait ses soirées. Voilà, Michael Schratt, donc pilote privé, historien de l'aérospatiale militaire, c'est quelqu'un qui est un érudit dans tous les black programmes américains. Donc il donne des conférences un peu partout aux États-Unis. Et il aura parlé samedi, donc c'était assez technique hein, apparemment, sur des programmes occultes du complexe militaro-industriel américain. Donc apparemment il vit à Tucson, donc il l'a eu en direct, donc il a parlé apparemment de récupération d'engins crachés et de technologie de la rétro-ingénierie liée au programme spatial secret. Donc je rebascule sur ma présentation. Kerry Cassidy du projet Camelot, je ne sais pas si parmi vous des gens connaissent Kerry Cassidy, qui a pendant plusieurs années été avec Bill Ryan, qui est anglais, elle l'américaine. Ils ont interviewé plus de 200 personnes à travers le monde. Ils ont fait un travail extraordinaire et colossal, où ils ont eu la chance, c'est des lanceurs d'alerte en fait, de prendre des gens souvent âgés qui avant de mourir révèlent des secrets liés au phénomène OVNI, les énergies cachées, etc. Donc ils ont rencontré des anciens astronautes, des ingénieurs de haute volée, des gens super érudits. Donc vous pouvez aller voir sur les sites, il y a quelques sites français qui ont traduit, autrement c'est sûr qu'il faut un peu maîtriser l'anglais. Alors entre guillemets, nous allons peut-être avoir Kerry Cassidy en direct tout à l'heure de Californie. Marc Gray l'a dans ses contacts, il m'en a parlé dans la semaine. Je vais redemander tout à l'heure, c'est pas sûr, mais si elle est connectée, il la contacte, elle est d'accord. Donc peut-être que pendant sa connexion, lui il va voir qu'elle va se connecter, et on aura peut-être Kerry Cassidy en direct de Californie tout à l'heure. Et puis on pourra évidemment lui poser des questions. Et peut-être qu'il fera des digressions sur d'autres sujets. Vous allez voir qu'on peut passer d'une chose à l'autre. Et vu qu'il a quand même une grande maîtrise de ces sujets, donc ça peut vite dériver, mais ça va être très intéressant à écouter. Alors moi, ce que je fais juste avant qu'on puisse l'appeler, évidemment, parmi vous, donc des gens qui découvrent un peu l'ufologie. Là, on n'entend plus. 1, 2, c'est un peu mieux. Parler du programme spatial secret, je comprends que
c'est difficile. Voilà, on est. C'est difficile d'accepter qu'il n'y ait pas que la navette spatiale qui actuellement ne vole plus, c'est fini. Enfin, qu'il y ait autre chose que le programme officiel. On se dit, si ça existait, ça se saurait. Alors, je vais vous présenter sur différentes petites diapositives, en gros, pour vous préparer avant la conférence de Marc Gray. Pour, entre guillemets, c'est pas... comment dire c'est pas du tout quelque chose... faut pas y prendre comme une gageure de vous prendre comme des gens qui n'avaient pas de connaissances là-dedans. Mais c'est pour vous monter petit à petit en puissance, pour que vous compreniez que on nous cache certaines choses. Après, quand Marc Gray va annoncer certains programmes secrets liés à la rétro-ingénierie, etc., vous dites, c'est pas possible, si ça existait, ça se saurait. Je vais vous montrer des témoignages de personnes qui ont révélé avant de mourir des choses, mais qui aussi ne passeront pas au journal de TF1. Donc ces choses-là se savent dans le milieu très fermé de gens passionnés, érudits liés à l'ufologie. On commence par la zone 51, Groom Lake, qui est à côté de Las Vegas. Vous voyez, 130 km, c'est le point blanc, c'est le lac Salé. Fin 1989, Bob Lazar, qui a dit qu'il a travaillé au laboratoire de Los Alamos et sur la zone 51, a été interrogé par Knapp, un journaliste de Las Vegas, où ce monsieur Bob Lazar a fait des révélations. En 1989, ces révélations ont fait rire beaucoup de monde. Il a dit qu'il a travaillé sur la zone 51. Donc vous voyez que la zone 51 se situe ici. Là, c'est la zone technique avec une partie de la piste sur le lac Salé. Mais en fait, lui, il n'a pas dit qu'il a travaillé sur la zone technique de la base. Il disait qu'il travaillait dans une base ultra secrète qui était à peu près à 20 minutes de bus dans la chaîne de montagne que vous voyez qui est ici. C'est une chaîne de montagne, là, avec des points culminants quand même à 2300 mètres. Il y avait des portes à flanc de montagne, dissimulées, avec des hangars gigantesques. Et à l'intérieur, il y avait des ovnis. Donc lui, il travaillait sur des modes de propulsion. On l'a fait venir là-bas pour comprendre de la rétro-ingénierie sur des ovnis. Lui, il ne comprenait pas, il s'est pris une claque. En fait, il explique qu'il a vu des objets qui ont été récupérés sur des crashs. Et on l'a fait comprendre qu'il fallait qu'ils travaillent, qu'ils essaient de comprendre, de déconstruire les engins pour reconstruire, comprendre les modes de fonctionnement. Donc quand il a dit ça en 1989, ça date, ça fait déjà 26 ans. On s'est moqué de lui. On a dit qu'il faisait partie d'une secte, etc., que c'est un affabulateur. Il a quitté les États-Unis pendant plus de 20 ans. Il s'est expatrié. Et il est revenu récemment aux États-Unis. Il a refait des déclarations, j'ai vu sur des sites internet, sur une télé même. Il ne dément pas de ce qu'il raconte. Il y a 26 ans, il raconte toujours la même chose. Donc à l'époque, vu qu'il n'y a que lui qui commençait à révéler certaines choses, on l'a mis aux oubliettes. Donc j'ai commencé par lui, parce qu'historiquement, c'est un des premiers qui a commencé à parler de la zone 51 et dire on faisait de la rétro-ingénierie sur des engins exotiques. Gary McKinnon, qui est un Anglais, un hacker, il a piraté 97 ordinateurs des agences américaines, de différentes agences, vous voyez, de l'armée américaine, de l'US Navy, de la NASA et du département de la Défense et de l'Air Force. En 2000, donc dans les années 2000, pendant 2 ans, il a piraté des sites internet, des PC américains sur des sites. Et en 2002, il a été arrêté. Le gouvernement américain, évidemment, a demandé son extradition. Il a été accusé d'intrusion, évidemment. Il encourt jusqu'à 60-70 ans de prison. La procédure était toujours en cours jusqu'à récemment. Et donc, je crois que maintenant, c'est bon, ça a été rejeté. Par contre, il ne faut pas qu'il quitte le territoire britannique, il me semble, quelque chose comme ça. Mais les poursuites sont arrêtées. Donc on se dit, tiens, mais pourquoi les Américains ont vraiment voulu... Il n'a rien détruit, il est juste allé voir dans les ordinateurs ce qu'il trouvait. Parce que cet homme est un passionné d'ufologie, il s'est dit, vu que j'ai des compétences informatiques, je vais fouiller un peu dans les dossiers là-bas, dans plein d'ordinateurs, évidemment, et essayer de trouver des choses. Entre autres, parce qu'on ne sait pas exactement tout ce qu'il a trouvé, il y a des rumeurs, il a dit quand même... D'ailleurs, Kerry Cassidy est allé l'interviewer en Angleterre avec Bill Ryan, qu'il a trouvé des nomenclatures de vaisseaux où c'était donc 3 S, alors que normalement 2 S, c'est pour United States Ship, et là il pense que ça pourrait être United States Spaceship, c'est-à-dire une flotte de vaisseaux dans l'espace. Donc là, c'est un rapport avec le programme spatial secret. Donc lui, il avait ses preuves comme quoi il y a eu des échanges, il a même vu des échanges apparemment sur des mailings, des échanges carrément de vaisseau à vaisseau, sur des nomenclatures qui n'existent pas dans l'US Navy. Donc, dans Top Secret, plusieurs fois, on a eu des photos d'objets exotiques qui ont été pris en photo, que ce soit par des missions navettes
ou des gens qui étaient, enfin des scientifiques, ou des astronautes, spationautes, cosmonautes, etc., dans la station ISS. Et entre autres, il y a souvent cet objet qui a été pris en photo, que vous tapez Chevalier Noir ou Dark Satellite sur Internet, et vous allez trouver différentes photos. On dirait vraiment un objet manufacturé. Alors évidemment, la désinformation dit que c'est un objet qui est perdu. Vous savez, il y a des satellites qui ont été détruits, etc. Mais on dirait vraiment un vaisseau manufacturé. Après, on n'a pas la preuve à 100%, mais il y a plus que des présomptions. Là, on arrive dans le dur également, avec monsieur Benjamin Rich, qui est décédé en 1995. Très grand ingénieur chez Lockheed, le père du F-117, l'avion furtif. Donc il a succédé à Kelly Johnson, qui est un des plus grands ingénieurs aéronautiques au monde, le père du SR-71. Donc cet homme avait de lourdes responsabilités chez Lockheed, et avant de mourir, cet homme a révélé des choses. Entre autres, il a révélé des choses sur la rétro-ingénierie d'engins récupérés. Nous avons des choses sur la zone 51 que vous-même, les meilleurs esprits de la planète, ne serez en mesure de réaliser pendant les 30 à 40 prochaines années. Donc il a dit ça avant 1995. Il a aussi dit, nous étions un petit groupe intensément cohérent, composé d'ingénieurs, une cinquantaine de vieux designers, dont il faisait partie, une cinquantaine de machinistes et d'experts. Notre point fort a été la construction d'avions technologiquement avancés en petit nombre et de grandes classes pour des missions très secrètes. Quand il parle d'avions technologiquement avancés, évidemment, c'est des technologies sûrement exotiques, faites à petite échelle. C'est dans le cadre des Skunk les recherches avancées et secrètes de chez Lockheed. Nous avons déjà les moyens de voyager parmi les étoiles, mais ces technologies sont enfermées dans des projets secrets et il faudrait une intervention divine pour les faire sortir au grand jour pour l'humanité. Tout ce que vous pouvez l'imaginer, nous savons déjà comment le faire. Moi, j'avais eu connaissance de témoignages en regardant une vidéo traduite en français, parce que mon anglais n'est pas assez bon, où il y avait Bob Dean, un Américain de 82 ans, maintenant il est encore un peu plus âgé, et il parlait de Ben Rich. Il l'avait rencontré, et hors micro, il lui avait dit « On a les moyens de ramener E.T. à la maison. » Et on a plus d'un siècle sur la science officielle d'avance. Chaque année, le fossé se creuse un peu plus. Donc, tous ces témoignages mis bout à bout, ces présomptions de cover-up sur ces choses énormes que l'humanité n'a pas accès, puisqu'on a désinformé les gens depuis des dizaines et des dizaines d'années. On dit aux gens, vous vous intéressez pas à l'ufologie, les ovnis, c'est vraiment une fumisterie. Les gens qui voient ça, ils ont fumé un joint, quoi. Non, non, des gens très éminents révèlent des choses. Mais ces choses-là, il faut aller les chercher sur des sites autorisés. C'est-à-dire que l'info est là, il faut aller la chercher. On ne va pas vous l'amener, c'est impossible. Jamais on va ouvrir le journal de TF1 en disant « Regardez, Ben Rich, avant de mourir, cet homme, le père du F-117, a dit ça. » C'est prouvé, il y a beaucoup de témoins qui ont raconté ces dires. Ce n'est pas des affabulateurs. On continue avec Don Phillips. Alors lui, pareil, bossait chez Lockheed, aux ateliers Skunkworks. Donc pareil, un éminent ingénieur, designer chez Lockheed. Lockheed, c'est une société qui est au high-tech aux États-Unis, qui est très impliquée dans les programmes cachés. Entre autres, il a bossé sur le SR-71, vous voyez cet avion exceptionnel. Et cet homme, pareil, a témoigné dans le Disclosure Project de Stephen Greer en disant, quand il était chez Lockheed, il confirme qu'il y a eu plus que des rumeurs sur son existence, sur le travail de l'antigravité, depuis déjà de nombreuses années, pas depuis 4 ou 5 ans. Cet homme a dit aussi que sur les crashs et les récupérations d'OVNI, nous savons qu'il y a eu un certain nombre d'engins capturés depuis 1947. Cet homme, avec son témoignage et d'autres, sont prêts à les témoigner devant le Congrès américain dans le cadre du Disclosure Project. Donc ce n'est pas des témoignages en l'air d'aucune valeur, c'est vraiment des témoignages forts, mais qui sont aussi passés sous le boisseau, excusez-moi l'expression, mais on ne va pas vous amener ça sur un plateau, quoi. Et je termine, avant que je boive un petit verre et qu'on appelle notre ami Marc Grand Normandie. Ça, c'est des diapositives que j'ai prises sur d'autres conférences que j'ai faites, un peu pour vous préparer à certaines choses qu'on va sûrement débattre avec notre intervenant. Que ce soit les Russes, les Américains, tous ceux qui sont allés dans l'espace ont des choses à dire. Ces gens-là nous donnent des bribes d'informations. Ils ont signé la plupart des documents de silence de leur vivant. J'ai plus le terme exact, mais en fait, ils signent des documents de non-divulgation. Et il y a des gens qui brisent ce silence.
Entre autres, Bob Dean, à 82 ans, il y a une conférence fleuve à Los Angeles et à Madrid et Barcelone. 82 ans, il est sur scène avec sa canne. C'était quelqu'un qui était dans l'US Army. Il a dit, moi je brise le silence des documents que j'ai signés. Bah, s'ils veulent me mettre une balle, en gros, qu'ils me mettent une balle, mais moi il faut que je révèle ces choses avant de mourir quelque part. Donc si vous avez l'occasion, allez voir sur Internet des vidéos de Bob Dean. Vous serez surprise quand même de la teneur de certaines révélations qu'il fait. Donc vous voyez cet homme, Charles Camarda, c'est pas très vieux, hein, puisqu'en 1996, il a quand même passé 13 jours dans l'espace. Et 21 heures et 32 minutes. C'est la mission STS-114. Donc ça date pas d'il y a 50 ans. Donc cet homme, comme très souvent les astronautes, il est plus facile de prendre un ingénieur qui a bardé de diplômes en électronique, etc., des doctorats, vous voyez, en ingénierie aérospatiale, et de le former à piloter la navette, que l'inverse, c'est-à-dire un pilote de chasse, et de le former à avoir des doctorats en physique, etc. L'inverse est plus facile. Donc souvent ces gens qui partent dans l'espace, c'est des gens bardés de diplômes, excusez-moi mais de l'expression, mais c'est pas la moitié d'un con, quoi. Donc cet homme, c'est pareil, donc là je cite, vous voyez la référence, hein, vous pouvez aller vérifier par vous-même, c'est dans le cadre du documentaire Sirius de Greer. Mon statut officiel ne me permet pas de faire des commentaires sur le contact avec les extraterrestres. Cependant, je peux personnellement vous assurer que nous ne sommes pas seuls. Donc évidemment, il ne dit pas, chaque fois que j'étais dans l'espace, j'ai vu des ovnis. Mais il faut savoir que ces gens-là, quand ils entrouvent une porte qui vous laisse supposer qu'il y a quelque chose, c'est que déjà, là, ce qu'il a dit, c'est énorme. Zut. Donc voilà, j'ai terminé ma petite intervention, donc histoire de vous préparer donc au dire de Marc Gray. Ça vous montre un petit peu, parce que j'aurais pu en passer pendant 2 heures des témoignages. Là, j'en ai pris quelques-uns. Évidemment, c'est des gens éminents pour vous montrer que c'est pas des rigolos. Ces gens-là, quand ils ont révélé ces choses, ils n'ont rien gagné. D'ailleurs, c'est passé dans aucun média classique. L'information n'est même pas relayée nulle part. C'est vraiment les gens qui sont passionnés, qui vont chercher l'info, qui ont accès à ces révélations. Donc ça montre un peu l'étendue du cover-up, du blackout qu'il y a sur le sujet, quoi. Donc je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas quelle heure il est là. 9h moins quart. Je vais boire un petit verre d'eau et puis on va appeler Marc et on va poursuivre avec la conférence. Je vous remercie. Le micro. C'est moins de quart, hein. Rebonsoir Marc. Bonsoir. Bonsoir, hello. Hi. On m'entend bien? Oui, très bien, très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, mais j'ai l'impression que ça va hacher là. Comment? Oui, je t'entends, ouais. Ok. Le son est bon? Est-ce que c'est à peu près correct? Ouais, c'est bien là. Ouais. Bon. Ok, super. Super, bah écoutez, vous avez bien mangé? Est-ce que... Oui, ouais, ça va. Hein. On doit être plus d'une 50aine de personnes déjà. D'accord. Est-ce qu'ils sont attentifs? Ah, j'en vois quelques-uns qui papotent. Ouais. Ça me rappelle chez moi. Bah, tu vois, j'ai fait une petite présentation et j'ai évidemment présenté ton site, ton travail. D'accord. Donc tu vas... donc, je vais leur parler un petit peu de ce que j'ai abordé avec le programme spatial secret, etc. Ils savent à peu près ce que c'est Bah,
de consortium. Non, si tu veux, moi j'ai amené quelques témoignages qui font un peu, qui mettent le focus sur justement un peu cette chape de plomb et le cover-up. Sur des gens comme Ben Rich, tu vois, j'ai parlé aussi de Bob Lazar sur ces choses qu'il disait en 1989. J'ai parlé de Don Phillips, d'un astronaute qui était dans l'espace en 96, pour montrer un peu cette chape de plomb. Donc après, je te laisse carte blanche pour commencer à développer sur ce sujet. D'accord. Mais écoute, moi j'ai reçu à Paris, j'avais organisé une conférence avec Kerry Cassidy, qui nous a développé pas mal de choses en fait. Je ne sais pas du tout si vous avez eu l'occasion de la regarder, cette conférence. Donc elle est sur mon site, sur YouTube aussi. Ouais, je l'ai regardé. Ouais. Voilà, je ne sais pas si dans le public il y en a quelques-uns qui l'ont regardé. Donc ça fait à peu près 8 ans et demi qu'elle avait démarré le projet Camelot, avant avec Bill Ryan avant, mais elle s'est un peu séparée de son caméraman, donc qui lui a démarré le projet Avalon. Ce sont des lanceurs d'alerte en fait, tous les deux, qui ont accès à des informations qu'ils catégorisent eux-mêmes au-dessus, supérieur au niveau top secret. Donc c'est le top des top secrets. Ils sont séparés donc il y a 4 ans, et pour en fait un petit peu expliquer leurs sources, ils appliquent ce que applique la CIA, c'est-à-dire la triangulaire des sources. Je sais que c'est pas du tout une référence, surtout par chez nous, vu les nombreuses opérations sous fausse bannière dont nous gratifie la CIA, mais pour eux, pour valider une information, aussi bien qu'avec Cassidy que la CIA, ou quelquefois elle a aussi des sources d'anciens du programme spatial secret et de la CIA qui lui parlent, de la NASA aussi d'ailleurs, d'anciens employés. Il faut 3 sources qui ne se connaissent pas et qui disent la même chose pour recouper l'information. Voilà. S'il y a un consensus, ça ne change rien. Donc voilà. Ils ont à peu près 300 interviews vidéo. Et donc, concernant le programme spatial secret, elle a interrogé des anciens de la NASA, des anciens de l'US Air Force, des anciens employés du programme spatial secret, dont l'un est en prison, qui s'appelle le capitaine de Navy Mark Richards. Elle l'a interrogé 2 fois, il a passé 30 ans en prison, elle a fait 2 interviews avec lui donc. Ce qu'elle a pu en retenir, en ressortir, c'est que ce programme contient des énormes archives sur, tu as dû en parler peut-être dans les présentations que je t'ai envoyées par email, une flotte spatiale donc en orbite et dans le système solaire, qui est en rapport effectivement avec un programme secret, non pas de la NASA, mais un programme en dehors de celui de la NASA. Donc si on veut, on peut l'appeler la NASA secrète. C'est ce qu'on ne nous montre pas. Donc tous ces dires sont appuyés également par une ancienne comptable de l'administration Bush qui s'appelle Catherine Austin Fitz. Vous pouvez voir en ligne ces informations, elles sont disponibles. Qui a travaillé donc pour l'administration Bush dans le service de l'urbanisation. Elle a effectivement testifié donc de l'existence, de la réalité des OVNI et du programme spatial secret, et des traces aussi qu'elle a retrouvées grâce à son parcours de comptabilité donc au sein de l'administration Bush. De l'argent, là on parle de millions, de milliards de dollars, donc c'est pas pour s'acheter des toilettes en or ou d'autres châteaux en Espagne, parce que c'est quand même des millions de milliards de trillions donc en anglais ont été mis de côté et alloués donc pour financer ce programme spatial secret entre autres. Et ces budgets, ces black budgets, dont nous a aussi parlé Michael Schratt, donc mon intervenant qui est un pilote et un historien de l'aérospatial. Il a aussi parlé effectivement de ces black budgets. Tout le monde en parle, mais il reste quand même secret, même si les informations circulent. Voilà. Effectivement, Catherine Austin Fitz, elle décrit bien le parcours de l'argent.
où est-ce qu'il est allé, d'où il a été détourné, et où est-ce qu'il va. Effectivement, ils ont essayé de la détruire, mais elle sait se défendre puisqu'elle est comptable. Et donc, effectivement, redressement fiscal sur redressement fiscal, elle a su se défendre, au courant des lois, effectivement. Donc, elle a un site important qui s'appelle salary.com. Pour les anglicismes anglophones, vous connaissez peut-être d'autres noms, donc qui parlent de taxes, d'impôts, de comptabilité, etc. Donc Mark Richards et les autres informateurs de Kerry Cassidy nous ont bien dit, c'est ce qu'elle nous a dit par rapport à ces informateurs, que le programme social secret est géré par les US, la Russie, financé par la Grande-Bretagne et aussi par la France et l'Allemagne. Donc on n'est pas tout blanc, comme voudraient nous faire croire les partisans de la France qui a effectivement des frontières cloisonnées au niveau de l'innocence. Il n'y a pas de nuage du Tchernobyl qui passe, il n'y a rien qui passe au-dessus de nous, il n'y a pas de nuit, il n'y a que des lanternes thaïlandaises, et voilà, rien ne survole nos centrales, que des drones. Ça aussi, je tenais à en parler. D'ailleurs, quelqu'un qu'on connaît sur Facebook avait appelé Morandini sur Europe 1 l'autre matin en lui signalant effectivement 2 témoignages d'objets de plus de 6 mètres, donc qui seraient supérieurs à la taille du drone habituel, au-dessus des centrales. Et Morandini a tout de suite détourné l'attention et lui a presque raccrochonné. Il dit non, arrêtez avec vos ovnis. Les ovnis, comment ça existe les ovnis? Non, c'est tombé, hop. Morandini a presque raccroché et terminé l'émission là-dessus. Donc, la jeune de Morandini était assez rigolote. Je vous conseille sur Europe 1, regardez, tapez Morandini drone. Vous allez rigoler dès que la personne qui appelle parle d'OVNI. C'est tout de suite, évidemment, la risée de la part de Marc Morandini. Donc, les principaux pays en charge du programme spatial secret, donc je l'ai dit, c'est les membres du G8. Elle a vraiment beaucoup insisté dans sa conférence sur l'importance du voyage dans le temps, qui est vraiment au cœur de ce programme spatial secret. Donc c'est pas anodin. Le voyage dans le temps, la téléportation, pratiquement tous les témoins à qui elle a parlé ont dit à quel point justement cette technologie du voyage dans le temps était primordiale dans le cadre de ce programme spatial secret. Elle a donné donc une conférence à Los Angeles, en Californie, il y a plus d'un an là-dessus, avec 12 intervenants qui ont tous parlé du time travel, du voyage dans le temps. Donc, c'est pas de la science-fiction selon ces informateurs qui étaient dans ce programme spatial secret ou qui sont infiltrés au sein de ce programme. Donc, on peut imaginer qu'il a une agence, c'est ce que disait Randy Kramer, le marine. L'ex-marine que j'avais reçu, qui clame avoir été stationné 17 ans sur Mars, c'est qu'il y aurait une agence qui serait chargée de modifier les lignes de temps. Et ça fait partie du programme spatial secret. Je sais, ça paraît de la science-fiction, mais moi je ne fais que diffuser les informations que j'ai reçues et qu'on m'a envoyées et qu'on m'a dit clairement haut et fort. Donc effectivement, pour beaucoup de gens, 99,99% des gens parlaient de ce type de technologie relève de la pure science-fiction. Seulement, si on reste dans la 3D très tôt les boulons, on peut quand même faire la concordance, le rapport entre des millions de milliards de dollars qui sont détournés dans ces programmes secrets, et même si on ne les connaît pas, et on se dit que le voyage dans le temps n'est pas possible, eh bien, on peut quand même faire confiance à beaucoup de témoins qui sont infiltrés. En même temps, c'est à chacun de discerner et chercher de son côté et se faire une idée, sa propre idée. Je ne sais pas si tu avais entendu parler... Oui, tu m'entends? Tu m'entends, non? Oui. Avec le système de radar performant qu'on a en France, c'est un ami du groupe d'OVNI Grenoble qui en avait parlé lors d'une conférence où les militaires français avaient mis au jour une flotte d'objets en orbite, enfin pas géostationnaire, mais en orbite terrestre assez proche. On m'entend pas bien là. Et ils avaient demandé aux Américains qu'est-ce que c'était que ces objets. Et en fait, ils leur ont tout simplement dit de consulter le catalogue, qu'ils avaient rien à cacher. Mais en fait, ces trucs étaient non référencés, quoi. Ces objets étaient inconnus, quoi. Ah oui, il y a énormément d'objets inconnus qui survolent
qui volent dans nos cieux. Hein. D'ailleurs, Michael Schratt, l'historien de l'aérospatiale que j'avais reçu, avait rapporté des témoignages effectivement de ces objets, dont un avion furtif qui était en train de refueler, de refaire le plein en vol à côté de S-16, donc dans le ciel scandinave. Et il y avait d'autres pilotes qui étaient témoins de ça. Donc ils existent bien. Ils sont filmés, l'Aurora, le Black Star, le TR-3A Black Manta, j'en cite quelques-uns. Hein. L'avion furtif hypersonique, le X-43. Vous pouvez faire votre propre recherche, parce que je ne vais pas faire le détail technique de tous ces projets qui sont même plus secrets, parce que certains sont déclassifiés. Hein. On les voit se balader de temps en temps pour certains, qui ont un bon œil, et aussi branchés sur la bonne fréquence. Le triangle noir, le Falcon Black Swift HTV-3X. Donc c'est un projet de la DARPA. Hein. La DARPA, c'est l'agence pour les technologies avancées, donc secrètes. Hein. C'est un petit peu, comme je l'ai dit avant, un petit peu un mélange de la NASA et de la CIA, parce que c'est une agence de technologie de développement secret qui, elle, se charge justement, selon ces lanceurs d'alerte, du développement de la téléportation et du voyage dans le temps, mais aussi de ces avions secrets, furtifs. Donc le Black Swift, donc on voit qu'il n'y a pas que le Lockheed Martin qui les fabrique, hein, donc il y en a d'autres, donc le Falcon, le RQ-3 Dark Star, c'est un autre avion, le Boeing aussi X-37B, qui n'est plus classifié, mais c'est quand même top secret. Et donc il a été officiellement lancé en avril 2010, cet avion, le Boeing X-37B. Donc vous pouvez voir l'article sur space.com. Voilà, le SR-72 qui était annoncé, un remplacement pour le SR-71, ça c'est pareil, vous irez voir. Northrop Grumman, le X-Bomber, le bombardier X, donc secret, le TR-3, donc on en a parlé, Lockheed Martin, effectivement, tient le haut du pavillon au niveau de l'avionique et de l'aérospatiale aéronautique. L'Aurora sert le Black Star, donc on en a parlé, qui, lui, peut voyager en orbite. Donc, selon Randy Kramer, l'ex-marine, le TR-3B, effectivement, c'est un TR-3B qui aurait été amené sur la Lune. Voilà, sur des bases lunaires, sur la face cachée de la Lune. Bases lunaires sur lesquelles Edgar Mitchell, donc un ancien astronaute que j'avais reçu, avait avoué, et d'ailleurs c'est pas la première, c'est la première fois en fait, je pense, qu'il avait avoué en public avoir vu lui-même des ovnis. Je peux vous montrer le petit extrait si vous voulez. C'était quand même historique en France, et aussi que d'autres astronautes, pas lui évidemment, évidemment je ne sais rien, je pense que ça serait essaie de le cacher, de le camoufler. Il tient quand même à sa retraite, à sa pension, en tant qu'ancien employé de la NASA, et il en sait sûrement beaucoup plus qu'il me le dit. Que des photos ont été effectivement ramenées par d'autres astronautes de la face cachée de la Lune sur des bases qui pourraient être extraterrestres sur la face cachée de la Lune. Donc là, il a avoué officiellement, c'est quand même un ancien astronaute de la NASA, alors qu'en Randy Kramer, lui, a été emmené en TR-3B sur la Lune pour après embarquer sur un énorme vaisseau de plusieurs étages pour être propulsé vers Mars par le biais d'un trou de verre. Donc voilà, c'est la technologie que le programme spatial secret a et qui compte bien et toujours le cacher au grand public. Parce que c'est pas pour nous, c'est pour une petite poignée d'élite. Et d'ailleurs, on pourra parler de ce consortium qui finance tout ça et qui organise tout ça. Parce qu'il y a des noms. Marc, tu m'entends là? Oui. Quand tu parles que Randy Kramer t'a expliqué qu'ensuite de la Lune pour aller sur Mars, ils ont pris une navette de grande dimension où ils étaient plusieurs centaines à bord. Ouais. Dernièrement, j'ai vu un documentaire où tu te souviens qu'ils ont déclassifié des documents du temps de Ronald Reagan. Ouais. Et Ronald Reagan, en 1985, avait fait une boulette en parlant qu'on lui avait présenté donc, des programmes assez hallucinants pour l'époque. Il ne se rendait pas compte qu'on avait cette technologie, en fait, cachée. Et il avait fait une boulette en parlant d'une navette qui pouvait transporter 300 personnes.
Exact. Et j'ai fait tout de suite le rapprochement avec ce que t'as dit Randy Cromer il y a quelques mois, où il parlait d'une navette de grande dimension pour aller sur Mars. On pouvait faire le rapprochement de ces témoignages, quoi. Absolument. Et oui, bah, si c'est un président qui le dit, c'est pas forcément à lui qu'on a montré les sauts les plus performants. Hein. C'est qu'un président. Vous imaginez ici chez nous ce qu'on pourrait montrer au nôtre avec son casque de scooter. Il est prêt pour un voyage intergalactique, interstellaire, c'est sûr. Mais ils sont plus ou moins, en tout cas les présidents américains, je pense, sont assez au courant de ce qui se passe. En tout cas, le président qui était supposé être le président de la divulgation, Obama, pour sa part, eh bien, ne semble pas vouloir aller de l'avant et divulguer. Je ne sais pas si vous avez lu l'article il n'y a pas longtemps dans Paris Match, c'est pas un journal que je lis, on l'a envoyé, de la part de Podesta, John Podesta, qui fait partie du cabinet d'Obama, qui lui a préfacé le dernier le bouquin qui date déjà il y a 5 ans et qu'elle est venue promouvoir, et d'ailleurs je l'ai aussi interviewé, Leslie Kim, sur le feu conscience d'ailleurs, où elle ne dit rien d'ailleurs, et chez Bob, sur lesquels elle n'a pas dit grand chose non plus de nouveau. Et à l'INRS, elle a encore moins dit de choses. Donc, mais elle n'a pas envie d'en parler. Des abductions, hein, je parle, des contacts. Elle était pourtant la compagne de Bob Hopkins pendant des années, qui était un chercheur quand même très connu à New York sur les cas de rencontres de 3e et 4e type. Donc, pour dire que Podesta, qui travaille chez Obama, comme conseiller à la Maison Blanche, a dit ma plus grosse défaite en 2014, finalement, c'était encore une fois, de ne pas avoir pu assurer la divulgation des fichiers, des dossiers OVNI. Malheureusement, moi, franchement, Podesta, je pense que c'est encore un pétard mouillé, je le dis carrément, et que lui et Hillary Clinton sont très amis d'ailleurs, j'ai quelques sources là-dessus, de quelqu'un à Washington, et ils font tous les deux partie de l'initiative Rockefeller, qui effectivement avait aussi ses mains dans la recherche sur le contact, qui avait financé à l'époque les recherches de John Mack, qui était un chercheur hyper sincère mais mal entouré. C'est-à-dire que John Mack, on l'avait tout de suite, quand on a vu l'intérêt qu'il représentait au niveau crédibilité des plus grands psychiatres et chercheurs en psychiatrie de Harvard, de bien l'entourer avec des gens que je ne citerai pas, mais qui vont se reconnaître, il y en a encore quelques-uns vivants, dans le domaine de l'hypnose, de la recherche sur les abductions, pour l'encadrer et lui faire voir que le côté très 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 négatif de l'abduction. C'est-à-dire la prédation, l'hybridation, les implants, les enlèvements très très dramatiques, spectaculaires, etc. Et traumatiques. Pour beaucoup, c'est le cas. J'en ai parlé d'ailleurs sur le KIB il n'y a pas longtemps. Le contact est bien plus complexe qu'on peut l'imaginer. Il n'y a pas, c'est pas les tout gentils, ils sont tous gentils ou ils sont tous méchants. C'est beaucoup plus complexe que ça, et ça, c'est relié, c'est connecté avec notre cheminement nous-mêmes en tant qu'humains. Les grandes questions existentielles sont liées avec ce contact qui des fois nous squatte, qui des fois peut nous guider, des fois nous parasiter, ou des fois, je dirais pas nous sauver, mais en tout cas nous donner des éléments de progression et d'évolution. Maintenant, c'est pas le sujet de ce soir, même si indirectement on parle de contact, et donc la commission Rockefeller a eu ses mains effectivement dans le cambouis de la recherche sur les abductions avec John Mack, et les a aussi dans les efforts, les faux efforts, je dirais, de divulgation. Donc Podesta, pour moi, pas de regret. Il y a plusieurs personnes, par exemple, je vais citer Scott Jones, qui faisait partie de la Rockefeller Initiative sur la divulgation OVNI, dit que cette initiative Rockefeller, justement, a été utilisée, c'est un subterfuge, un substitut pour développer des armes spatiales secrètes. Voilà, c'est l'info du jour.
enfin pas du jour, mais je vous le fais parvenir. Je ne vous dis pas ma source à Washington, mais elle va se reconnaître. Et donc, il a été après remplacé, ce monsieur, Scott Jones, par une dame dont le mari avait fait Yale, l'université de Yale, et faisait partie des Skulls and Bones, la fameuse société secrète dont pratiquement tous les anciens présidents américains font partie. Donc voilà, c'est le scoop de la semaine, etc., etc. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est pour vous dire que Podesta, en parlant de divulgation, d'Obama, etc., qui devait être le président de la divulgation, pour l'instant est un pétard mouillé aussi. Voilà, au niveau de la divulgation sur le contact, l'existence des ovnis, etc. Alors, on en revient, mais on en était où? On en était aux agents secrets, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est clair. Ou à Randy Kramer. Non, c'est ça. Ouais, Randy qui t'a fait des révélations sur ces choses sur Mars, sur ce qu'il faisait. Alors, oui, Randy, c'est-à-dire que voilà, il y a dans ce programme, en fait, ça ne concerne pas les humains standards, les humains de base, je dirais les humains, je dirais pas normaux, parce qu'il n'y a pas la normalité, c'est encore un système de ségrégation. Déjà, ceux qui font partie, en tout cas les pilotes, les soldats qui font partie du consortium militaire, parce qu'il y a aussi des colonies humaines de civils, hein, mais qui sont toutes liées, en fait, plus ou moins aux élites et à leurs vassaux. En fait, le contenu de sa mission, il nous a parlé du contenu de sa mission, lui a été modifié déjà avant la naissance au niveau de l'ADN. Donc là, le programme de super soldat dont parlait Thierry Cassini, effectivement, prend tout son sens. Il n'y a pas de Kai qu'on a parlé, beaucoup on a parlé du programme de super soldat. Phil Schneider avait parlé de ça aussi, je crois, qui faisait partie du personnel de la base secrète de Dulce aux États-Unis, qui a été retrouvé après un congrès UFO, étranglé par une sorte de piano dans sa chambre d'hôtel. Je ne sais plus si on avait parlé de suicide ou pas, je ne sais plus. Enfin bon. Après, donc il nous avait dit effectivement que tous ces soldats et ces pilotes, en tout cas du programme militaire dont il a fait partie, étaient déjà programmés avant la naissance au niveau ADN pour en faire partie. Ils utilisent la téléportation, ça c'est vieux, la téléportation des salles de les CIA Jump Room, c'était des salles de saut, c'était les premières dans les années 60-70. En fait, pour revenir en arrière, tous ces trucs-là ont démarré, mais il y a très longtemps, vous vous rendez pas compte du progrès qui a dû être fait déjà depuis les années 50, 60, 70. C'est-à-dire pour nous, on a déjà mis le pied sur Mars dans les années 70, quoi. Et sur la Lune dans les années 50, à la fin des années 50. On peut faire le parallèle avec le documentaire Alternative 3. Voilà. Effectivement. Donc Randy m'a dit que l'amarcissage qu'on voyait dedans était très 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 proche, très réaliste et très proche de la réalité. Il se demande même s'il n'y avait pas quelques images qui étaient extraites du premier amarcissage, justement. Puisqu'on voit bien le ciel de Mars, un parfait ciel bleu, hein, comme il y a sur Mars. Effectivement, c'est pas la planète rouge comme on veut nous faire croire dans les films de science-fiction comme Polo Rico avec Arnold Schwarzenegger. Mais bon, je crois qu'on a un spécialiste de Mars dans la salle, d'ailleurs, Fred, qui doit être là, non? Je sais pas s'il est là encore. Ah, d'accord. Ah, il est là, oui, il est là. D'accord. Il va peut-être nous expliquer pourquoi la planète Mars n'est pas rouge. Bah, viens prendre le micro. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Salut. Oui, effectivement, ce qu'on peut voir en fait, ce qui a fait ressortir sur tout ça, il me semble, c'est des photos à la volée qui ont été prises dans les centres de la NASA qui travaillaient sur des photos qui venaient des sondes, hein, notamment, et puis des robots du terrain. Et quand on voyait sur les ordinateurs des gens qui travaillaient dessus, la luminosité n'apparaissait pas rouge du tout, en fait, sur l'environnement, sur leurs ordinateurs. Et ça a creusé un peu le truc. Il me semble qu'il y a eu pas mal d'autres clichés qui y sont arrivés derrière. Et à chaque fois,
on voit que le ciel qui est présenté, hein, qui sont des photos véritables, hein, qui arrivent des sondes qui sont directement récupérées en retour d'informations, n'apparaissent pas du tout rouges, quoi. Elles semblent un ciel beaucoup plus clair, alors peut-être au niveau de notre planète, je sais pas, hein, je n'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas pas du tout rouge, quoi. D'accord. Merci Fred pour ces précisions. Et effectivement, donc l'atmosphère de Mars, là où il était basé, donc ce fameux Randy Kramer, après être passé effectivement par la Lune, hein, c'était plutôt de type nord canadien, grand nord canadien, en fait. D'oxygène raréfié, comme en montagne, mais c'était respirable difficilement, mais ils avaient quand même des combinaisons pour respirer avec des bouteilles d'oxygène, mais c'était respirable quand même sans les combinaisons. Donc c'est quand même étonnant par rapport à ce que nous dit la NASA officielle. Ouais, c'est clair, t'as raison. Il y a des questions pour l'instant? Bah, je sais pas si des personnes déjà ont des questions dans l'assemblée. Bah, écoute, pour le moment, bois tes paroles. Attends, effectivement sa vie sur les bases et les communautés de Mars. Il nous a parlé de leur bulle, la vie sur Mars, les casernes, les patrouilles. Il a été enlevé 6 mois par des reptiliens sur Mars. Et donc il a pu goûter à la vie souterraine et les conditions de vie en souterrain en captivité. Excuse-moi de te couper. Après négociation, ils ont été relâchés, donc sa patrouille. La vie sur Mars en surface, hein, dont j'ai parlé rapidement, des escarmouches, il était blessé dès son arrivée sur Mars, il était complètement. Il s'est fait exploser dans une escarmouche en fait, en tant que fantassin, parce qu'il a commencé comme fantassin et au bout de quelques années, il est devenu pilote. En fait, il patrouillait après. Je peux te couper 2 minutes? Il a subi une régénérescence des cellules, donc au niveau médical, il n'y a pas de limite. Le programme social secret, ils en sont beaucoup plus loin que ce qu'on nous dit au niveau des lobbies sur Terre. Je peux te couper 2 minutes, Il y a une régénération des cellules possible. Donc on peut faire repousser un membre, on peut régénérer les cellules. Oui. Je peux te couper 2 minutes parce que tu m'entendais pas. En fait, maintenant, il y a plein de questions. Ah. On va passer le micro. C'est que vous posez une question?